Au moment où j'entame ce discours, il est transmis par porteur au Premier ministre Sébastien Lecornu. Nous avions reçu en juillet l'engagement du Premier ministre François Bayrou ainsi que des ministres Madame Vautrin, Astrid Panosyan-Bouvet, Éric Lombard à être des nôtres dès ce matin. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce gouvernement a démissionné. Sébastien Lecornu, Premier ministre d'un gouvernement qui n'est pas encore nommé, m'a prévenu hier soir qu'il ne pourrait finalement pas être à nos côtés. Il vous présente ses excuses et nous souhaite d'excellents travaux. Alors effectivement, voyez-vous, je lui ai fait savoir que j'espérais qu'il n'aurait pas pris la même décision s'il s'agissait de la REF au MEDEF. Mais je crois que chacun nous pouvons comprendre aussi la gravité de la situation, l'équilibre périlleux qui est le sien de constituer un gouvernement, un budget, dans des équilibres de plus en plus difficiles avec les groupes parlementaires représentés, les groupes politiques représentés au Parlement et évidemment aussi les groupes sociaux, et je dois dire, parce que pour être honnête, que le Premier ministre souhaitait véritablement venir et que c'est l'ensemble de son cabinet qui le lui ont déconseillé. Il s'adressera aux Français en fin de semaine et son cabinet considérait que s'adresser aux Français par l'intermédiaire d'une organisation patronale dans les difficultés qui sont les siennes, dans les arbitrages qu'il a menés entre les organisations patronales et les organisations salariales, ce n'était pas prudent pour lui, pour la stabilité du pays. Nous lui en donnons acte. Mais j'ai choisi, si vous m'y autorisez, de maintenir dans mes mots d'ouverture et pour les partager avec vous, les points sur lesquels j'avais prévu d'attirer son attention. Tout d'abord, la considération au plus haut niveau de l'État de nos 400 métiers et des 3 400 000 entreprises qui les exercent et la considération de l'UDP en tant que partenaire social. L'UDP, nous l'avons vu, est né en novembre 2016 du rassemblement de l'UPA et de l'UNAPL. Je salue mon prédécesseur qui a porté l'UDP sur les fonds baptismaux, Michel Chassan. L'UPA, l'Union professionnelle artisanale, créée en 1975 par ses 3 membres fondateurs, la CAPEB, la CGAD, la CNAMS et l'UNAPL, l'Union nationale des professions libérales, qui, elle, a été créée 2 ans plus tard. Depuis 50 ans, nous nous battons pour faire entendre la voix des entreprises de proximité, des petites entreprises, dans l'élaboration des politiques publiques. Dans les négociations paritaires, l'UDP se bat pour que les caractéristiques de nos petites entreprises soient réellement prises en compte. Je voulais dire à Sébastien Lecornu qu'il avait en face de lui, dans cette salle, les représentants de ces entreprises, de la France qui se lève tôt, la France qui travaille, qui chaque jour lève le rideau du magasin ou de l'entreprise, la France indépendante, qui ne compte ni son temps, ni sa peine, qui a le sens du service, du soin, du conseil, de l'attention aux autres, fier de ses métiers et de ses réalisations, avec au cœur l'amour du travail bien fait et la passion des hommes et des femmes qui le réalisent. En tant que président de l'UDP, je me déplace, vous le savez, beaucoup sur tous les territoires. J'entends de très nombreux chefs d'entreprise. Pour la majorité d'entre eux, comme pour leurs salariés, la vie est dure, de plus en plus dure, car il est de plus en plus difficile de vivre bien de son travail. Et pourtant, nous résistons. Dans les années 70, on donnait les entreprises de proximité promises à disparaître face aux géants de l'industrie et de la distribution. Elles se sont en réalité imposées comme un pilier économique de notre économie. Un institut, une étude, l'Institut Teram, parue en juillet 2024, rappelle que les entreprises employeuses de 1 à 9 salariés représentent 80% des entreprises employeuses et 20% des salariés de notre pays. Près d'un emploi sur 2 en solde net est créé par ces TPE, qui sont majoritairement connectés à l'économie de proximité. L'analyse du tissu économique français
dans la décennie qui a suivi la crise financière de 2008 à 2017 montre que les TPE forment de très loin la catégorie la plus créatrice d'emplois, avec un solde positif sur la période de plus de 200 000 emplois, alors que les grandes entreprises en ont perdu sur la même période 240 000, et cette tendance se poursuit, dire la vitalité qui est la nôtre. En 2025, elles sont plus essentielles que jamais, résilientes, agiles et porteuses d'avenir par leur création, leur développement, leur succès, qui fait référence parfois dans le monde entier. L'UDP se bat pour que ces entreprises soient considérées à la hauteur de la contribution à la richesse nationale et mieux prises en compte par les pouvoirs publics, car l'activité de nos secteurs est désormais orientée à la baisse depuis 9 mois consécutifs. Depuis plus d'1 an pour certains, et confrontée à la crise induite par l'augmentation des droits de douane imposés par les États-Unis. Qu'elles soient directement exportatrices ou sous-traitantes de l'industrie, de l'aéronautique ou du luxe, où de nombreuses TPE vont être fragilisées dans leur trésorerie et leur développement. Les défaillances d'entreprises, vous le savez, malheureusement, n'ont jamais atteint un niveau aussi élevé, 66 900 en fin avril 2025, et nous ne comptons pas ceux des nôtres qui, à bas bruit, tirent le rideau tous les matins. Près de 70 000 entreprises disparaissent, elles ne passent pas par un tribunal de commerce, elles ferment par manque d'activité, parfois par manque de repreneurs. Dans le même temps, la quasi-totalité des secteurs d'activité que représente l'UDP fait face à des tensions de recrutement, jamais connues auparavant, qu'il s'agisse des métiers de bouche, de l'hôtellerie-restauration, du bâtiment, et plus récemment des professions libérales. Même si le premier semestre 2025 a vu une amélioration globale dans nos métiers, les difficultés de recrutement restent encore marquées dans le bâtiment, la fabrication et les travaux publics, principalement en raison de l'absence de candidatures ou de profils qualifiés. Selon une enquête publiée en juillet 2025, réalisée par l'Institut CERFI pour l'UDP, seuls 12% d'entreprises de proximité ont procédé à des embauches entre janvier et juin 2025, contre 16% à la même période. On commence à sentir les conséquences de la situation dans laquelle nous sommes. Les intentions d'embauche pour le second semestre tombent à 5%, contre 8% un an plus tôt. Cela confirme le climat général d'attentisme dans lequel nous sommes plongés. L'incertitude profonde dans laquelle l'instabilité politique a plongé le pays est ennemie de la croissance économique, de l'investissement et de l'emploi. Face à cette incertitude, le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis des ruptures dans la méthode et sur le fond. Notre première attente est celle d'un budget voté pour la France avant le 31 décembre 2025. Cette journée marque les 50 ans de notre action. Nous l'avons placée sous le signe des 3 défis que nous considérons prioritaires pour la prospérité de la France et des Français. 3 défis qui requièrent des changements de cap et une transformation profonde de notre contrat social. Le premier défi que nous partageons avec le Premier ministre est celui du redressement des finances publiques. C'est pour nous une priorité absolue. Ce doit être la priorité absolue du pays. Pour les chefs d'entreprise que nous sommes, il est insensé de continuer de vivre à crédit quand celui-ci promet d'être de plus en plus cher, quand la dette obère les capacités d'investissement de toute une nation et la construction de son avenir. Quand elle fait peser un risque de déclassement de la France, sape son aura internationale auprès de ses partenaires comme des investisseurs et rend aléatoire la survie de notre modèle social. L'UDP a conscience qu'il sera nécessaire que l'effort de redressement des finances publiques soit partagé par tous les Français. Nous nous sommes d'ailleurs déclarés volontaires pour participer à une nouvelle négociation sur l'assurance chômage et une autre sur la qualité du travail. Pour autant, il ne faut pas que les mesures de redressement conduisent
à pénaliser notre outil de travail. Le deuxième défi concerne le choc démographique auquel nous sommes confrontés. Pour la première fois en France, en 2025, le nombre des décès a dépassé celui des naissances sur les 12 derniers mois. Maxime Chabailly, économiste et spécialiste de la démographie, sera avec nous cet après-midi et je le cite dans cette phrase qui nous éclaire: « La dénatalité est une marée descendante au long cours qui se fait déjà ressentir sur les bancs des écoles et des collèges, atteint aujourd'hui les lycées, demain l'enseignement supérieur et bientôt le marché du travail. » Les difficultés de recrutement demain seront une des principales préoccupations de nos entreprises. Cette rupture démographique, évidemment, est un élément majeur pour le développement et l'avenir de nos entreprises. Il nous révélera cet après-midi les 3 leviers qu'il identifie pour que la France adapte son économie à cette situation et nous-mêmes que nous puissions nous adapter aussi à cela. Dans ce contexte, il n'est plus que jamais impératif que tout jeune soit formé et trouve sa place sur le marché du travail. Pour nous, un maître mot de cette équation, c'est l'apprentissage. J'ai pu entendre dans les derniers mois certaines voix considérer les aides à l'apprentissage comme des aides aux entreprises. Nous ferions partie des 211 milliards de cadeaux faits aux entreprises. Tout cela est faux, dérisoire, ne fait que monter les Français les uns contre les autres. Les aides aux entreprises, ce n'est pas dans l'apprentissage. L'apprentissage est une valeur que nous devons défendre et tous ceux qui l'attaquent sont dans un contresens total de l'histoire et de la façon dont on peut régler les difficultés de notre pays. Les aides à l'apprentissage sont des investissements à long terme. Elles ne sauraient être considérées comme des aides aux entreprises, mais une compensation de leur participation à la formation initiale de notre jeunesse. L'apprentissage doit rester une priorité nationale. Et à ce titre, les plus petites entreprises doivent être les mieux soutenues dans leurs efforts de formation des jeunes. Il y a un an, compte tenu de l'urgence de réduire la dépense publique, l'UDP demandait que l'accompagnement financier des entreprises aille prioritairement aux entreprises de moins de 50 salariés, dont je rappelle qu'elles représentent 2/3 des contrats d'apprentissage. Nous demandions que l'aide d'apprentissage soit maintenue à 6 000 € pour les moins de 50, car l'investissement du chef d'entreprise en tant que maître d'apprentissage est sans commune mesure avec la dépense en temps et en ressources d'une plus grande entreprise. La décision du gouvernement a été malheureusement de réduire l'aide à 5 000 € pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés, tout en conservant une aide de 2 000 € aux entreprises de plus de 250 salariés, une aide qui, pour les très grandes entreprises, relève plus du symbole que de l'efficience et de l'utilité dans leur compte d'exploitation. Nous le regrettons, dont acte. De même, l'UDP s'est opposée au renchérissement du coût du travail d'un apprenti. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ayant acté la réduction de la part de la rémunération de l'apprenti, totalement exonéré des cotisations sociales de 19% à 79% à 50% du SMIC. Nous déplorons cette disposition qui conduit mécaniquement à éloigner le salaire net des apprentis de leur salaire brut, ce qui pénalise évidemment leur pouvoir d'achat. J'en viens au 3e défi qui constituera la première partie de nos travaux ce matin, refonder la société du travail. Comme les précédents défis, ce défi, il parle d'avenir. Représentant les petites entreprises et les travailleurs indépendants, l'UDP a dans son ADN la défense du travail en tant que source d'émancipation, d'ascension sociale et d'indépendance. Artisans, commerçants de proximité, professionnels libéraux doivent presque tout à leur travail. Ils partagent les mêmes journées de travail et souvent les mêmes conditions de travail que leurs collaborateurs. Tous les jours, ils ne tirent leurs revenus que de leur travail. Il n'y a pas de création de valeur sans travail. Pour les travailleurs indépendants et les TPE, c'est une réalité vécue au quotidien.
C'est pourquoi l'UDP monte en première ligne pour démontrer en quoi le travail et les promesses qu'il véhicule sont aujourd'hui menacées et proposer des remèdes, c'est notre volonté. L'ensemble de la communauté des actifs, chefs d'entreprise, travailleurs indépendants, salariés, fonctionnaires, devra être concerné par ces remèdes. En France, la promesse d'émancipation par le travail est aujourd'hui rompue pour une raison simple. Pour la première fois depuis 1945, on n'améliore plus sa vie en travaillant, qu'on soit travailleur indépendant ou salarié. Même si cette situation tient à plusieurs facteurs, elle s'explique notamment par l'écart entre le revenu brut et le revenu net, entre ce que l'on gagne et ce que l'on garde, qui s'est creusé comme jamais. La rémunération du travail s'est lentement dégradée sous l'effet de choix continus et constants par-delà les alternances politiques sans exception. Ainsi, quand on gagnait 100 € en travaillant dans les années 70, on en gardait 69. Dans les années 90, on n'en gardait plus que 60. Et aujourd'hui, on en garde à peine 54 et demain. Non seulement les salaires comme les revenus des travailleurs non salariés augmentent 3 fois moins vite qu'il y a 20 ou 40 ans, mais la part que ceux qui travaillent gardent pour eux est de plus en plus faible. En regard de la dégradation de la rémunération du travail, on constate que pour 100 € gagnés, l'héritage permet d'en conserver 94, la retraite 86, l'actionnariat 70. L'UDP dénonce déjà depuis plusieurs décennies que dans notre pays, la protection sociale à laquelle nous sommes tous attachés repose trop sur le travail. Le président de la République l'a redit dans son intervention audiovisuelle pour notre journée. Si l'on veut rendre au travail sa juste rémunération et permettre à la majorité des gens qui travaillent d'améliorer à nouveau leur niveau de vie sans rogner sur le modèle social, il faut diversifier les sources de financement de la protection sociale. Notre proposition est de réaliser un effort collectif sans précédent, à hauteur de plus de 116 milliards d'euros par an, pour permettre à ceux qui travaillent d'améliorer leur pouvoir d'achat à hauteur de 2% par an pendant au moins 5 ans, 10% de revenus supplémentaires quasi immédiats. Nous considérons que le meilleur et le plus juste moyen pour y parvenir consiste à supprimer en 5 ans la CSG-CRDS, c'est 9,7%, près de 10%, sur tous les revenus d'activité. Pour financer ces 116 milliards, bien évidemment, car ce n'est pas l'État sur d'autres finances qui les comblera, il faudra faire des choix. Les choix appartiennent au pouvoir politique. Ces 116 milliards d'euros annuels rendus aux actifs qui vivent de leur travail, et parce que c'est la justice est d'éviter de massacrer financièrement une autre catégorie de personnes en particulier, il faut demander un petit effort à tous ceux qui gagnent leur argent autrement qu'en travaillant. Les rentiers, sans brutaliser personne, les rentiers doivent être mis un peu plus à contribution. Les retraités aussi, les plus aisés, ceux qui ont des retraites au-delà de 2 300 € parce qu'ils n'ont pas fait autant d'enfants que les générations précédentes, parce que leur cotisation à l'époque était à 14% et qu'elles sont aujourd'hui à 28%. Chacun le sait. Chacun doit faire un petit effort. Est-ce autour de la CSG, du taux dégradé de CSG? Est-ce autour de l'abattement des 10%? Je ne sais pas. Tous ceux qui ont une retraite de plus de 2 300 € doivent faire un effort pour que ceux qui travaillent, les salariés comme les indépendants, puissent avoir une rémunération qui leur permet de vivre plus dignement. Il faudra aussi regarder du côté de la TVA, notamment en préservant les TVA sur les taux réduits de TVA sur un certain nombre d'activités. Tout cela devra être regardé. Il faudra bien évidemment aussi
travailler. C'est les propos que j'ai exprimés hier au Premier ministre. Ce n'est plus supportable. Ce ne sont pas dans nos entreprises que l'on fait des grandes holdings avec des remontées de bénéfices, des optimisations fiscales, etc. Il faudra faire un peu le ménage là-dedans. Et puis, il y a l'héritage aussi, s'inquiéter un petit peu de tout ce qu'il peut y avoir dans le pacte Dutreil. Vous savez, nous profitons, nous, du pacte Dutreil pour protéger la transmission de notre entreprise. Mais nous n'y logeons pas un yacht à Cannes, nous n'y logeons pas un chalet à Courchevel, nous n'y logeons pas tous ceux que l'optimisation fiscale et les conseils les plus précieux peuvent permettre à ceux qui échappent à une fiscalité et de la laisser sur les autres qui ne peuvent pas y échapper. Il appartiendra au pouvoir politique de pondérer toutes ces sources, mais l'UDP propose de toutes les solliciter afin d'éviter que l'effort soit trop important ou contre-productif. Nous proposons aux Français un Big Bang populaire en faveur du travail et nous y croyons. Qui d'autre que l'UDP peut avancer ces valeurs du travail dans l'entreprise? Notre journée, je vous l'ai dit, est concentrée sur 3 défis dont je disais qu'ils impliquent une transformation profonde de notre contrat social. J'évoquerai 2 mots, 2 autres défis tout autant décisifs et qui vont concerner les entreprises de proximité dans la durée. D'une part, la transition écologique. Cette transition ne sera soutenable qu'avec des outils incitatifs et adaptés, préalablement pensés avec nos entreprises, avec nos petites entreprises, et pour elles, par conséquent, en étroite concertation avec les organisations qui les représentent. Pour nos entreprises, trop souvent encore, développement durable rime avec entrave à l'activité et complexité administrative. Il faut réconcilier ces 2 idées. D'autre part, l'intelligence artificielle et son déploiement dans tous les usages, y compris dans le monde du travail. Le plan Oser l'IA, présenté par le précédent gouvernement en juin 2025, visait pour 2030 une diffusion de l'intelligence artificielle dans 100% des groupes, 80% des ETI et des PME et 50% des TPE. Nos activités vont être considérablement bouleversées. Nous devons nous y adapter. Nous serons au rendez-vous. Je sais que nos 124 organisations, nos 4 confédérations ont considéré que ce sujet était une priorité et qu'ils travaillent avec leurs membres sur ces transformations. Pour conclure, mes chers amis, j'avais prévu d'adresser au Premier ministre nos vœux de réussite pour l'action à conduire et ce chemin de crête pour obtenir le vote du budget 2026. Ce n'est pas simple, sans déséquilibrer nos petites entreprises de l'artisanat, du commerce, de proximité, des professions libérales, car elles sont fragiles et tellement indispensables au pays. Lui dire aussi que nous réclamons enfin le vote du projet de loi de simplification de la vie économique dont l'examen parlementaire a débuté au Sénat en avril 2024. Nous savions que Sébastien Lecornu ne pourrait pas répondre aujourd'hui à toutes nos questions et propositions, et puisque son discours de politique générale ne pourra pas être tenu avant la fin de la semaine et avant notre Assemblée, nous attendrons les orientations qu'il pourra donner afin de réconcilier les Français. Vous dire aussi, à titre plus personnel et vers vous, que je suis très fier de vous représenter. C'est un honneur infime de représenter des femmes et des hommes qui sont ancrés dans les territoires, qui apportent leurs soins, qui apportent leur savoir-faire, qui apportent leurs services à tous nos concitoyens. C'est un honneur que de servir tous ceux qui apportent leur pierre à la formation des jeunes et non seulement à l'emploi des jeunes. Vous êtes formidables et merci encore de la confiance que vous nous accordez. Bravo.
Voilà ce qu'on appelle des applaudissements nourris, cher Président. Je ne peux pas ne pas vous poser la question d'actualité, cette manifestation voulue par le MEDEF. Quelle est la position de l'UDP? Micro, s'il vous plaît, Michel, parce qu'on va avoir besoin de bien vous entendre. Ah oui, je viens là. Oui, c'est mieux. Pardon, si vous m'y autorisez. Je ne vais pas en dire 10 kilos, mais quand même 2-3 choses. Non, nous n'irons pas parce que nous sommes des enfants capricieux, simplement d'abord parce qu'il y a la forme. Et vous savez que nous ne sommes pas une filiale du MEDEF. Il n'y a pas un PDG là-haut qui dit à tous ses salariés lundi tous dans la cour. Et ce que je vous dis avec politesse, je l'ai dit avec un peu plus de faconde de méridional à l'intéressé. Je ne suis pas ton subordonné. Et puis sur le fond, parce que la forme, parfois il faut s'asseoir dessus lorsqu'il s'agit de l'intérêt majeur du pays, mais là ce n'est pas l'intérêt majeur du pays. C'est l'intérêt de quelques-uns. Et moi, je n'amènerai pas tous les artisans, les commerçants, les professions libérales de France pour servir de chair à canon à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Même si nous partageons un certain nombre de valeurs communes sur ce qu'est l'entreprise, ce que doit être la liberté d'entreprendre, l'encouragement des chefs d'entreprise, la façon dont on doit les aider plutôt que de les taxer à outrance. Oui, nous partageons cette idée que l'outil de travail ne doit pas être tué, affaibli. La poule aux œufs d'or, que la taxe Zuckman, même si dans la salle, alors là je ne prends aucun risque, il n'y a pas l'un d'entre vous qui est exposé à cette taxe dont on dit qu'elle serait confiscatoire. Oui, moi je pense que ce n'est pas une bonne idée de taxer l'outil de travail. Le sujet, il est de se dire comment on se partage les œufs de la poule tous les matins. Est-ce qu'ils sont partagés équitablement? Ça, ce sont des débats et ce sont des débats sains et je salue la présence de François Meuride qui vient de nous rejoindre. C'est des débats que l'on a souvent ensemble sur le partage de la valeur. Mais tuer la valeur, l'outil qui fabrique la valeur, je pense que c'est une mauvaise chose. Maintenant, quand on a dit ça, il y a, je l'ai dit dans mon discours, un certain nombre de dispositions, d'optimisation. Les Français ne supportent plus ça. On va devoir demander des efforts aux Français, on aura aussi à nous en demander à nous, évidemment. Évidemment, d'abord parce que nous serons aussi des consommateurs de la sécurité sociale, nous sommes consommateurs de beaucoup de sujets, il y aura donc des efforts à faire. Si une année blanche se met en place, elle ne va pas toucher que les salariés, elle va nous toucher nous aussi, parce qu'à 80%, nous sommes dans des régimes fiscaux qui ne sont pas des régimes fiscaux qui permettent des évasions offshore. Nous sommes dans des régimes fiscaux, la majorité d'entre nous, BNC, BIC, on n'est pas tous et peu à l'IS. Et donc quand vous êtes au régime BIC, BNC, évidemment, lorsqu'il y a une année blanche, qu'on a gelé les tranches, eh bien vous allez payer l'année prochaine et vous apporterez votre contribution. Il faudra que chacun d'entre nous apporte une contribution. Mais comment imaginer qu'elle soit supportable dans la situation dans laquelle est notre pays s'il n'y a pas la volonté de régler un certain nombre de sujets, et notamment des sujets qui irritent les Français aujourd'hui, d'injustice fiscale. Et ces menaces, si vous me touchez, je m'en vais. Nous, le boulanger, demain matin, il fera son pain. L'infirmière, elle se lèvera pour aller soigner ses patients. Le plombier terminera son chantier. On ne menace pas. On aime notre pays, on aime nos clients, on aime le travail que nous faisons. Voilà, tout ça pour dire que nous ne participerons pas à cette réunion pour deux choses. La forme, je vous l'ai dite, parce qu'elle est insupportable, mais c'est sur le fond. Sur le fond, comment des organisations patronales vont rajouter une tension, y compris avec les organisations syndicales, en défiance des revendications des salariés. Mais qu'est-ce qu'on cherche?
à mettre la pagaille dans nos entreprises, parce que dans nos entreprises, les relations, les rapports avec nos salariés, ils sont bons. Ils savent bien combien on se bagarre pour aller chercher un chantier, combien on se bagarre pour attirer des clients, pour faire en sorte que la boîte, elle bouge, qu'elle fonctionne. Donc on n'a pas ça. Et moi, je trouve que cette manifestation, à un moment où on manifeste contre quoi? Il n'y a pas de gouvernement. C'est quoi la mesure? Franchement, alors je comprends que le président du MEDEF, il a envie d'avoir, comme ses prédécesseurs, une espèce de grande messe, mais à l'époque, on savait sur quoi il fallait taper. C'était les 35 heures, qui allaient effectivement, de la plus petite à la plus grande, faire souffrir les entreprises, parce qu'économiquement, c'était difficile de passer de 39 à 35 heures, même si je continue à penser, à titre personnel, que c'était une erreur, qu'on n'avait pas le premier euro pour la financer. Mais aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est de manifester dans une lutte de classe inversée. Je pense qu'on n'y a pas notre place. Je pense qu'on est la société du travail, on doit laisser le gouvernement travailler. Il y a suffisamment de difficultés sans en rajouter. Et puis pour moi, la manifestation BCBG, non merci. Merci, Président, pour cette réponse franche, ferme et ce cri du cœur. Merci beaucoup.